tout le monde. Dans la capsule d'aujourd'hui, nous allons voir comment effectuer une régression linéaire multiple. Il s'agit de l'analyse qu'on va effectuer quand on va vouloir prédire la valeur d'une variable continue qu'on va appeler la variable critère à partir de la valeur de plusieurs autres variables continues qui vont être appelées les prédicteurs. La régression linéaire multiple peut aussi être utilisée pour tout simplement calculer la relation entre l'agrégat de tous les prédicteurs et la variable critère. Mais quand même, l'utilité la plus reconnue de la régression linéaire multiple, ça va être vraiment de prédire la variable critère. Donc, on va commencer par regarder le fichier de données avec lequel on va travailler. C'est en fait exactement le même fichier de données que j'avais présenté dans le cours pour donner un exemple de régression linéaire multiple. Donc, si vous vous rappelez, le but, c'était de pouvoir prédire la cote d'un étudiant à la session présente à partir de plusieurs facteurs, dont la pression, la prise de substances qui affecte les habiletés cognitives, donc comme de l'Adderall ou la dexénérine, Ritalin, ainsi de suite, ou même juste du café. Aussi la qualité du sommeil, qui était mesurée ici sur une échelle de 0 à 100, où 100 c'était la meilleure qualité de sommeil possible. La fréquence de sortie après minuit, durant toute une semaine. Donc, ça peut varier évidemment entre 1 et 7. Le nombre d'heures de sommeil, parce que c'est beau avoir une bonne qualité de sommeil. Si on n'a pas assez d'heures de sommeil, on risque de ne pas avoir une bonne note à nos examens. Et aussi, comme autre prédicteur, on utilisait la cote des étudiants à la session précédente. Ce qui, on l'imagine, devrait quand même être très relié avec la cote à la session présente. Et le dernier prédicteur, c'était tout simplement l'âge des participants. Aussi, ici, dans la colonne ID, donc c'était le numéro d'identifiant de chaque participant. Là, l'analyse de régression linéaire multiple, comme je vous indiquais dans le cours 9, requiert que beaucoup de conditions d'application soient rencontrées. Sinon, l'analyse devient biaisée et ne nous indique pas vraiment quelque chose qui va être intéressant. Et on devrait peut-être plutôt, quand une ou plusieurs conditions d'application ne sont pas rencontrées, on devrait plutôt peut-être utiliser une autre analyse. La première condition d'application qu'on va vérifier, ça va être celle de la taille d'échantillon. Et ça, c'est assez facile c'est le critère qui est le plus facile à tester, à vérifier, puisqu'on n'a même pas besoin de faire la moindre analyse statistique. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que la taille d'échantillon, qui ici est de 400, doit être supérieure à deux nombres. Le premier, c'est 104 plus le nombre de prédicteurs, qui était de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça fait 110, si je ne m'abuse. Et aussi, ça doit être plus grand que 50 plus 8 fois le nombre de prédicteurs. Donc, ça devrait être plus grand que 8 fois 6, 48 plus 50, ce qui donne 98. Étant donné que 400, c'est plus grand que ces deux nombres-là, ça nous dit que oui, au moins pour cette condition d'application-là, on peut utiliser la régression linéaire multiple. Ensuite, le prochain postulat ou la prochaine condition d'application qu'on va vérifier, c'est celle de l'absence de multicollinéarité ou de singularité. Si on se rappelle bien, si nos prédicteurs sont trop corrélés entre eux, ça risque de causer des problèmes à l'ordinateur, à SPSS, quand il va vouloir calculer les coefficients. Donc, si je me rappelle bien aussi, la plupart d'entre vous aviez pris le cours d'algèbre matricielle, donc vous savez que ça peut être difficile d'inverser une matrice quand les données sont trop corrélées entre elles. Et quand il y a deux prédicteurs qui sont parfaitement corrélés, mais dans ce cas-là, c'est même impossible de faire le calcul. Pour pouvoir effectuer cette analyse-là,
on va faire une régression linéaire multiple, un peu d'essai. Ça va pas être la vraie sur laquelle on va se fier, mais plutôt une qui va tester uniquement l'absence de multicollinéarité. On va aller dans régression linéaire. Et on se rend compte ici qu'une des variables n'est pas codée correctement. Donc on va juste s'assurer que cette variable-là soit sur une mesure échelle. Donc, on retourne à notre analyse, régression linéaire. On va choisir comme variable dépendante, en fait comme variable critère, non pas celle qui nous intéresse, qui est GPAA, mais plutôt le numéro de participants. En fait, ça pourrait être n'importe quoi, en autant que ce ne soit pas relié directement avec ce qu'on cherche à mesurer. Donc, le numéro de participants, c'est notre variable critère, et on va sélectionner tous nos prédicteurs et les entrer dans la section variable indépendante. On va regarder ce qu'on va chercher à mesurer avec la SPSS. On ne va pas calculer les coefficients de régression ni la qualité de l'ajustement. Tout ce que je veux que vous cochiez ici, ce sont les tests de collinéarité ou de multicollinéarité. Et en fait, puisque c'est la seule chose qu'on va essayer de calculer, il n'y a pas vraiment d'autres choses à cocher ou d'autres options à rentrer. On va juste peser sur OK, ou bien entendu, si vous faites l'analyse chez vous, là, pour le travail pratique, vous devez faire coller pour le mettre dans votre fichier de syntaxe. Et à fin de démonstration, je vais juste appuyer sur OK. Donc, on a toutes les informations qui sont nécessaires pour déterminer s'il y a multicollinéarité. Ce sur quoi on va se concentrer, c'est vraiment juste le tableau qui s'appelle coefficient ici. On va regarder la colonne tolérance. Et si tous les prédicteurs ont une valeur de tolérance qui sont au-dessus de 0,1 ou encore un VIF qui est en dessous de 10, dans ce cas-là, ça veut dire que ce facteur-là n'engendre pas de multicollinéarité. Et si c'est vrai pour tous les prédicteurs, dans ce cas, ça nous dit que dans l'ensemble, on n'a pas de multicollinéarité et que notre condition d'application est vérifiée. Ce qui nous permet d'aller à la prochaine étape. La prochaine étape va être de vérifier plusieurs conditions d'application simultanément. On va premièrement faire l'analyse des résidus. Donc, on va s'intéresser à savoir si les résidus proviennent d'une relation qui est vraiment linéaire, s'il y a aussi normalité des résidus et s'il y a homocédasticité des résidus. Ça, on va voir ça avec le graphique. Et en même temps, on va tester qu'il n'y a pas de valeur extrême multivariée. On va faire ça tout d'un coup. On va aller dans régression linéaire. On va réinitialiser puis recommencer. Cette fois-ci, on va prendre notre véritable variable critère comme variable dépendante et prendre tous nos prédicteurs pour variable indépendante. Dans statistique, on va demander rien du tout, parce que là, on fait juste vérifier des conditions d'application. Dans les tracés, on va prendre la valeur prédite standardisée comme sur l'axe des X et les résidus standardisés sur l'axe des Y. C'est avec ça qu'on va pouvoir diagnostiquer les résidus. Dans enregistrer, on va lui demander de calculer les distances de Mahalanobis pour déterminer si un participant en particulier a des données qui forment des valeurs extrêmes multivariées. Et ça va être tout pour ça ici. Poursuivre. Dans les options, on n'a rien vraiment à changer ici, ni dans style, ni dans Bootstrap. Donc ça va nous dire qu'on peut effectuer cette analyse-là. Je vous demanderai pour l'instant de ne pas regarder ce qui est dans ces tableaux-ci, ni même dans celui-là, mais uniquement vous concentrer sur le graphique des résidus en premier lieu pour savoir s'il y a vraiment normalité. Donc, si les conditions par rapport aux résidus sont rencontrées. Si vous vous rappelez bien, le patron
qu'on voudrait voir, donc la forme qu'on devrait voir, ce serait une barre horizontale homogène. Hein? Ce qui nous indiquerait que, à la fois que la variance de la variable des résidus ne dépend pas de la valeur de la valeur prédite pour cette observation-là. Aussi, ça nous indiquerait s'il y a normalité. Donc, si le graphique des résidus est symétrique autour de l'axe des zéros, ben dans ce cas-là, on rencontre la normalité, entre autres. Et finalement, on a la linéarité. Et dans ce cas-là, si on n'avait pas de linéarité, on verrait la vraie relation comme avec la forme des points. Comme je pense que dans les exemples, je donnais dans les diapos du cours, on voyait quand il y avait une relation qui était quadratique, ça faisait un genre de sourire, comme une parabole, si vous vous rappelez vos cours de mathématiques du secondaire. Si on regarde vraiment pour le cas qui nous intéresse, on voit qu'il y aurait peut-être des raisons un peu de s'inquiéter parce que on voit que ça fait vraiment pas une barre homogène horizontale. Ici, on voit qu'on dirait qu'il y a comme un maximum que les données ne peuvent pas dépasser. Et ça, c'est causé d'abord et avant tout par le fait qu'on a un maximum naturel à notre variable critère, qui était une cote. Et ici, je pense que vous devez savoir qu'une cote, ça ne peut pas dépasser 4.33. Et comme on avait beaucoup de participants qui avaient une cote de 4.33 qui est le maximum, mais c'est ces participants-là qui ont créé un peu ce genre de plafond-là. Si les cotes c'était plus... si on avait eu un effet plancher au lieu d'un effet plafond, comme on a vu là, mais dans ce cas-là, la barre aurait été plus de ce côté-là. Donc, mais même si nos données sont pas parfaites, on va quand même continuer avec l'analyse. Mais je vous donnais juste quand même cet exemple, ces données, parce que vous risquez très fortement de rencontrer ce patron de résultats dans vos études futures si vous faites des régressions linéaires multiples, parce que dès qu'on utilise des variables qui ont des planchers ou des plafonds qui sont rencontrés par beaucoup de participants, mais on va voir ce type de résultats là. Mais si on ignore un peu ce facteur-là, on peut continuer avec la régression linéaire multiple en sachant que il va falloir peut-être regarder les résultats de cette analyse-là avec un œil plutôt avisé et sceptique. Donc, gardez en tête qu'il y a peut-être un biais qui aurait pu être introduit. Et d'ailleurs, je vous donnais quelques trucs que vous pouvez faire si jamais vous avez des variables qui sont pas normales. Donc, soit vous pouvez les transformer, mais ça aussi, c'est un peu controversé. Ou encore, vous pouvez enlever les variables qui causent l'absence de linéarité ou l'hétérogénéité de la variance. Donc, vous pouvez regarder une à une, les enlever une à une, puis voir est-ce que ça améliore la situation. Mais là, puisque le problème est avec la variable critère, il n'y a vraiment rien qu'on puisse vraiment faire. Et comme c'était un effet plafond en plus, il n'y a aucune transformation à la variable critère qui aurait pu enlever cet effet plafond-là. Il aurait subsisté peu importe ce qu'on aurait pu faire. Et comme on ne peut pas enlever la variable critère, on doit vraiment vivre avec. Donc, là, je vous disais qu'on allait vérifier plusieurs postulats en même temps. Et la dernière condition qu'on va vérifier, c'est celle de l'absence de valeurs extrêmes multivariées. Et le critère qu'on va utiliser, c'est les distances de Mahalanobis. Donc, si vous vous rappelez, j'ai demandé à SPSS d'enregistrer les distances de Mahalanobis pour chaque participant. Et si on retourne dans notre fichier de données, on voit qu'il nous a créé une colonne qui s'appelle MAH1, qui est en fait les distances de Mahalanobis pour chaque participant ici. Donc, le participant 1, l'ensemble de ces observations à lui, ça lui donne une distance de Mahalanobis de 2,58. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est trier les données pour que
participants qui avaient les distances de Mahalanobis les plus élevées, donc ceux qui avaient le plus de chances d'être des valeurs extrêmes multivariées, qui soient dans les premières lignes, et que ceux qui ont des distances de Mahalanobis moins élevées se retrouvent à la fin. Donc on va les trier de manière décroissante selon la valeur de la distance de Mahalanobis. Donc on va tout simplement faire trier dans l'ordre de décroissant ici. J'ai cliqué droit pour avoir ce menu. Donc on voit que la distance de Mahalanobis la plus élevée de notre ensemble de données, c'est le participant numéro 90 qu'il avait eu, et il y avait une distance de Mahalanobis de 18,73. On va vouloir savoir si cette valeur-là est plus élevée qu'un seuil critique d'un test de Ki-carré avec un nombre de degrés de liberté qui correspond au nombre de prédicteurs dans notre modèle, qui est de 1, 2, 3, 4, 5, 6 prédicteurs. Je vous ai donné dans les diapositives quelques valeurs critiques que vous pouvez utiliser. Mais si vous êtes si vous n'avez pas les diapositives à vue de nez, ben, c'est possible de calculer la valeur critique avec SPSS. Donc on va aller dans Transformer, dans Calculer la variable, et on va aller dans la section ici, dans Groupe de fonctions. On va lui demander de trouver la fonction qui calcule les valeurs critiques pour un test de Ki-carré. Et ça se retrouve dans fonction de distribution inverse. Et là, vous allez sélectionner ldf.chi-square. Donc ça, c'est la valeur critique d'un test de Ki-carré. Donc on va la mettre en haut là. Et en bas ici, ça nous dit c'est quoi qu'il faut rentrer comme information. On a 2 points d'interrogation, puis il faut mettre nos chiffres qui nous intéressent maintenant. La première valeur à rentrer, c'est propre. Il s'agit du seuil de signification. Hein? Donc, je vous disais que le seuil de signification qu'il faut regarder pour notre valeur critique, c'était de 0.001. Et en fait, c'est pas vraiment le seuil de signification, mais 1 moins le seuil de signification. Donc, ça va être 1 moins 0,001, ce qui correspond à 0,999. Et la deuxième valeur à rentrer, donc c'est le nombre de degrés de liberté. Comme je vous disais, ça correspond au nombre de prédicteurs dans notre modèle. Ah oui, ici, c'est pas 0,999, mais c'est 0.999. Et finalement, la valeur du nombre de prédicteurs dans notre régression, c'était 6. On va rentrer ceci. Et on va donner comme nom à la variable, quelque chose, n'importe quoi, comme AAA. Et on va faire OK. Et regardez ici, on voit que la valeur critique qui nous intéressait, c'était de 22,46. Et comme la valeur de la distance de Mahalanobis la plus élevée de notre échantillon était moins élevée que cette valeur critique-là, on va faire comme conclusion qu'il n'y avait pas de valeur extrême multivariée dans notre ensemble de données et qu'on peut utiliser toutes les données. S'il y en avait eu des valeurs extrêmes multivariées, mais dans ce cas-là, il aurait fallu penser au fait de peut-être enlever ces données-là, d'enlever ces participants-là. Mais ici, on peut tout simplement prendre tous les participants dans notre échantillon sans problème. Donc, une fois avoir effectué ça, on va refaire une troisième régression linéaire multiple, et ensuite une quatrième. Et cette régression linéaire multiple-là, ça va être la vraie analyse. C'est plus des tests qu'on va effectuer là, pour des conditions d'application, mais la vraie analyse. Et comme je vous avais indiqué dans le cours, il y a plusieurs façons de faire des régressions linéaires multiples selon quelle approche qu'on veut utiliser. Est-ce qu'on veut tout simplement prendre tous les prédicteurs, même ceux qui sont peut-être pas statistiquement significatifs, donc qui n'expliquent pas de manière significative la valeur de la variable critère. Ça va être la méthode qu'on va appeler standard. Mais il y a aussi une autre méthode qui est la méthode statistique, avec laquelle on va faire une sélection des prédicteurs et on va enlever ceux qui ne sont pas reliés significativement avec la variable critère. Et ça va beaucoup vous rappeler ce qu'on avait fait avec les modèles log linéaires. Hein? Vous vous rappelez, on commençait avec le modèle saturé,
puis on a enlevé tous les morceaux qui servaient comme moins, jusqu'à ce qu'on arrive où on soit plus capable d'enlever le moindre effet sans que ça affecte significativement la capacité du modèle à bien prédire les données. Mais la méthode statistique, c'est un peu ça que ça va faire. Et on va commencer avec la méthode standard. Donc, on va prendre tous les prédicteurs et regarder quels sont les résultats. On va aller encore une fois dans Analyse, Régression linéaire, on va réinitialiser. Et encore une fois, on va prendre la variable critère, qui était la cote à la session présente, et aussi tous les prédicteurs et mettre ça dans la case variable indépendante. On va laisser la méthode entrée ici, parce que c'est ça la méthode standard, c'est la méthode entrée dans SPSS. Dans statistique, ce qu'on va lui demander de calculer, ça va être l'estimation des coefficients de régression, la qualité de l'ajustement, la variation de R2 aussi, les statistiques descriptives, les mesures et corrélations partielles, les tests de collinéarité, comme ça a déjà été testé, on n'a pas besoin de le cocher. Donc, poursuivre. Dans les tracés, on n'a rien besoin de demander comme tracé parce que c'est effectué aux étapes précédentes où on testait les conditions d'application. Enregistrer non plus, on n'a pas besoin de cocher quoi que ce soit ici. Tout est bien correct. Suivre. Dans les options, on n'a encore une fois rien à rentrer ici, mais ça va être différent qu'on va faire la régression, la méthode de statistique. On va faire poursuivre. C'est les bootstraps, encore une fois, on n'a pas besoin d'indiquer quoi que ce soit ici. On va faire OK, et ça va nous faire notre analyse. On voit qu'au début, le premier tableau que ça nous donne, c'est les statistiques descriptives. Donc, pour toutes les variables qui sont à l'étude, on a la moyenne et l'écart type ainsi que la taille d'échantillon, qui bien entendu devrait être pareil pour toutes les variables à l'étude. On a ensuite le tableau des corrélations. Donc, entre, mettons, la variable critère et le prédicteur âge, on voit qu'il y avait une corrélation de 0,094. C'est vraiment les mêmes informations qu'on aurait obtenues si on avait fait la procédure ici dans analyse, corrélation, bivariée. Donc c'est vraiment les mêmes résultats ici. Et dans la deuxième ligne, qu'on pourrait dire, ça nous indique si ces corrélations-là étaient statistiquement significatives. On voit que presque toutes étaient statistiquement significatives, sauf elle entre la variable critère et la prise de substance altérant le fonctionnement cognitif. Aussi celle entre le nombre d'heures de sommeil et la qualité de sommeil. Et finalement, dans la troisième ligne ici, on a la taille d'échantillon qui, bien entendu, doit être égale à 400 dans toutes les cases. Ici, on a les résultats pour la régression linéaire multiple. On a d'une part le R carré, le coefficient de détermination multiple, qui est égal à 0,516. On a aussi la version ajustée du coefficient de détermination multiple, qui est légèrement plus petite que la valeur brute. Et on a aussi le test statistique, à savoir si ce R carré-là est significativement plus élevé que 0. Donc on voit que 0,516, ça nous donnait une valeur F de 69,793 avec les 2 degrés de liberté qui sont 6 et 393, ce qui nous donne une valeur P qui est plus petite que 0,01. Dans le tableau ici, c'est un peu la même chose que cette partie du tableau-là, sauf un peu plus en détail. On a vraiment toutes les sommes de carrés pour régression, résidu, les sommes de carrés totales. On a les degrés de liberté qui sont les mêmes que ce qui est présenté ici. Les carrés moyens, la statistique F qui encore une fois est exactement pareil. Et enfin la valeur P qui était plus petite que 0,01. Et c'est normal, c'est vraiment la même chose qu'en haut ici. Le troisième tableau, et qui est vraiment un des plus importants, surtout quand vous allez vouloir écrire l'équation de régression, c'est le tableau où on retrouve les coefficients de la régression. Donc, la première ligne ici, qui est constante, ça nous donne toutes les informations relatives à l'ordonnée à l'origine. Donc, on voit que la valeur de l'ordonnée à l'origine était de 0,842, ce qui signifie que une personne qui a eu 0 à tous les prédicteurs, donc
il y aurait un âge de 0, il y aurait eu une cote à la session précédente de 0, qui aurait eu 0 heure de sommeil, qui serait jamais sorti, qui aurait aucune qualité de sommeil et qui prendrait aucune substance altérant le fonctionnement cognitif, ben, cette personne-là aurait 0,842 de cote à la session présente. On a le test T sur l'ordonnée à l'origine, qui nous indique que c'était pas statistiquement significatif, mais c'est pas vraiment ça qui nous intéresse dans une régression linéaire multiple. L'ordonnée à l'origine, c'est plus ou moins intéressant. Ce qu'on va vouloir analyser, c'est vraiment la valeur de tous les coefficients pour chaque prédicteur. Donc c'est comme si c'était des pentes séparées pour chacun des prédicteurs. On a que pour le prédicteur H, par exemple, ça nous dit que le coefficient de régression était de moins 0,008. Ce que ça nous indique, c'est que pour chaque année de plus, donc pour une personne qui passe de 0 à 1 an, sa cote va diminuer de 0,008. Ou quelqu'un qui passe de 20 à 21, sa cote va diminuer de 0,008 points. Alors que pour chaque augmentation d'un point à la cote à la session précédente, ben, la cote à la session présente augmentait de 0,496. Pour heure de sommeil, ce que ça nous indique, c'est que pour chaque heure de sommeil supplémentaire, en moyenne par jour, ça nous donnait une augmentation de la cote de 0,155. Pour chaque sortie supplémentaire par semaine, on diminuait la cote de moins 0,157. Pour chaque point supplémentaire pour la qualité de sommeil, ça nous augmentait de 0,009 la cote à la session présente. Et finalement, pour chaque point supplémentaire dans la mesure de la prise de substance, on diminuait la cote à la session présente de moins 0,04. Donc c'est ça que ça représente, les données dans cette colonne-là. Et dans la colonne ici, c'est les tests T, comme je vous avais dit pour leur donner à l'origine. On va tester séparément chaque coefficient pour chaque prédicteur. Hein. Donc pour le coefficient pour le prédicteur âge, ça donnait une statistique T de moins 0,193 et une valeur P de 0,847, ce qui voulait dire que la contribution de ce prédicteur-là n'était pas statistiquement significative. Pour la cote à la session précédente, on avait une statistique T de 12,814 et une valeur P de plus petite que 0,001. Et ainsi de suite pour tous les prédicteurs. Et si on les regarde tous, on se rend compte que il y en a 4 qui sont statistiquement significatives. Donc, la cote à la session précédente, le nombre d'heures de sommeil, la fréquence de sortie après minuit et la qualité de sommeil. La prise de substance non plus, elle n'était pas statistiquement significative, comme c'était le cas pour âge. Maintenant, si on veut savoir quel prédicteur contribuait le plus à la régression, donc c'est quel qui permettait le plus d'augmenter la capacité du modèle à bien prédire la variable critère. Mais ça, on va évaluer ça avec les coefficients standardisés. Ça, les coefficients standardisés, ça serait les coefficients qu'on aurait trouvés si, au lieu d'entrer les données, les variables brutes dans notre modèle, on avait standardisé les prédicteurs. Donc, on avait calculé le score Z pour chacun des prédicteurs et pour la variable critère. On avait fait une régression linéaire multiple en prenant les scores standard, les scores Z des prédicteurs comme prédicteurs et le score Z de la variable critère comme variable critère. Et ce qui est bien avec les coefficients standardisés, c'est que si on regarde la valeur absolue et qu'on regarde c'est quelle qui est la plus élevée, ça nous dit c'est quel prédicteur qui contribuait le plus. Donc on voit que si on prend la valeur absolue, donc si on oublie complètement les signes de ces coefficients-là, on se rend compte que la valeur la plus élevée, c'était pour le facteur de la cote à la session précédente. Ensuite, la deuxième plus élevée, c'était celle pour la qualité de sommeil. Ensuite, c'était pour le prédicteur du nombre d'heures de sommeil.
Et ensuite, c'était la fréquence de sortie après minuit. Ensuite, c'était la prise de substances affectant le fonctionnement cognitif. Et finalement, le facteur H, qui est lui qui avait le coefficient standardisé, en tout cas en valeur absolue, qui était la plus petite. Donc, ça nous donne un ordre des prédicteurs par rapport à c'est quel qui est meilleur versus c'est quel qui est le moins bon en ce qui a trait à l'augmentation de la capacité du modèle à bien prédire la variable critère. Donc ça, c'est vraiment intéressant et c'est des données qui sont à rapporter obligatoirement avec votre régression linéaire multiple avec la méthode standard. Ensuite, on a les corrélations simples qui sont en fait les données qui étaient dans cette colonne-ci. Vous allez voir, c'est exactement la même chose. Mais ce qui va nous intéresser, ça va être les régressions semi-partielles. Comme je vous indiquais au cours 10, régression, le coefficient de corrélation semi-partielle, ça nous indique à quel point le prédicteur, à quel point la capacité du modèle diminue quand on enlève ce prédicteur-là en particulier du modèle. Donc, si on mettait ces valeurs-là au carré, ça nous dirait de combien le R carré diminue quand on enlève ce prédicteur-là. Donc, si on enlève l'âge, ça va nous enlever 0.007 au carré % à notre R carré. Donc, ça aussi, en fait, c'est le coefficient de détermination semi-partielle au carré qu'il faut rapporter systématiquement avec nos régressions linéaires multiples selon la méthode standard. Donc, vous devez absolument calculer ces valeurs-là au carré et les rapporter dans un tableau. Et ces valeurs-là vont accomplir un peu la même fonction que les bêtas. Ça va nous dire c'est quel prédicteur qui contribue le plus à la régression linéaire multiple. Sauf que ça va être les contributions uniques. Alors que bêta, c'est pas nécessairement les contributions uniques. Ça peut être juste la contribution tout court. Donc, si ça, c'est pas élevé, si l'ordre est différent entre les coefficients de détermination semi-partielle et les bêtas, ça peut être normal. Tout ce que ça nous indique, c'est que plusieurs prédicteurs étaient fortement corrélés entre eux et que, en fait, quand on fait les corrélations semi-partielles, les coefficients de détermination semi-partielle, c'est comme si cette variance en commun entre les deux prédicteurs était enlevée. Enfin, bref, tout ce que je veux dire, c'est que ces données-là sont rapportées et le carré de ces données-là sont rapportés dans votre tableau et aussi peut-être même à interpréter dans votre texte aussi. Maintenant, avant de terminer, vous pouvez dire comment ça se fait qu'il y a une colonne qui s'appelle partielle et une autre colonne qui s'appelle partielle, c'est quelle des deux qu'il faut prendre? Alors, ça provient un peu de la traduction du français à l'anglais. En anglais, c'était partial, puis la valeur dans cette colonne-là. Et la valeur dans cette colonne-là, ils appelaient ça part. Donc, quand ils ont fait la traduction du logiciel, ils ont juste mis partiel, bipartiel. Alors qu'en fait, c'est partiel et semi-partiel. Juste savoir ça, que c'est cette colonne-là qu'il faut prendre et mettre au carré. Et non celle-là, même s'ils ont exactement la même valeur. Puis une façon de s'en rendre compte, c'est que les corrélations partielles et les coefficients partiels sont toujours plus élevés que les corrélations semi-partielles et les coefficients de détermination semi-partielle. Donc, juste pour dire, c'est la deuxième colonne et non la première colonne avec partiel qu'il faut prendre. D'accord? Donc ça fait le tour pour la méthode standard. Si on avait voulu faire la deuxième méthode, la méthode statistique, dans ce cas-là, c'est quelque chose un peu différent qu'il aurait fallu faire. Donc, on va aller dans Analyse, Régression, linéaire, et nous allons rentrer notre variable critère ici, indépendant, encore une fois, et mettre les prédicteurs dans le carré des variables indépendantes. Sauf qu'au lieu d'utiliser entrée, on va demander d'effectuer la méthode PAPA, ce qui correspond à la méthode statistique de sélection de modèles. Ce que l'ordinateur va faire, c'est qu'il va entrer chaque prédicteur un à un. Donc, il va en rentrer un, puis voir si c'est statistiquement significatif. Ensuite, il va en rentrer un deuxième. Et
Donc, à la deuxième étape, il va en avoir deux prédicteurs. À la troisième étape, il va en mettre un troisième. Il va y avoir 3 prédicteurs, ainsi de suite, jusqu'à ce que le fait d'ajouter un nouveau prédicteur ne contribue plus à la régression linéaire de manière significative. Donc, c'est un peu le contraire de ce qu'on faisait avec l'approche par modèle log linéaire. Si vous vous rappelez bien, on commençait avec un modèle qui était complet. C'était un modèle saturé. Et on enlevait les effets un à un jusqu'à ce que le modèle ne fonctionne plus adéquatement. Mais alors, ici, c'est le contraire. On va les ajouter un à un jusqu'à ce que le fait d'en ajouter un autre n'ajoute plus de manière significative quelque chose au modèle. Alors, une fois que ça a été déterminé, on va aller dans Statistiques. On va demander de rapporter les coefficients de régression, évidemment. On va demander de rapporter la qualité de l'ajustement, variation de R2, c'est extrêmement important pour la méthode statistique. Demander les statistiques descriptives. Et pour les deux autres, c'est pas nécessaire parce que les mesures de corrélation partielle, on va pas en avoir besoin. Ce qu'on va appeler les coefficients de détermination semi-partielle, ça va être quelque chose d'autre qu'on va retrouver dans un autre tableau, comme je vous indiquais un peu dans le cours. On peut peser sur poursuivre. Une fois tracé, on n'a pas besoin d'entrer quoi que ce soit. Enregistrer non plus, pas besoin de calculer d'autres variables. Les options. On va garder la valeur P pour entrer des nouveaux effets à 0.05. Si on avait effectué une analyse descendante, donc un peu comme avec l'approche par modèle log linéaire, il aurait fallu spécifier quelque chose ici ou encore prendre cette valeur-là. Mais en fait, ça, c'est une méthode de sélection de modèle qui est complètement différente. Pour la méthode statistique, c'est vraiment la valeur ici qui va constituer notre valeur P pour entrer des nouveaux prédicteurs dans le modèle. Poursuivre, pour citer les bootstraps, évidemment, on n'a rien à rentrer ici non plus. On va faire OK. Ce qui va nous donner les résultats suivants. Donc, on a encore une fois le tableau des statistiques descriptives, moyenne écart type, taille d'échantillon pour chacune des variables à l'étude. On a encore une fois les tables de corrélation de Pearson qui sont intéressantes et qui sont surtout à rapporter avec votre régression linéaire multiple. C'est la même chose avec la méthode standard. Il faut rapporter les corrélations de Pearson dans un tableau. Donc, quelque part, ainsi que les valeurs P de ces corrélations-là, quelque part aussi. Donc, ici, dans ce tableau ici, ça nous indique qu'est-ce que SPSS a effectué comme test statistique. Dans quel ordre est-ce que SPSS a décidé d'entrer les prédicteurs? Donc, il a commencé avec la variable qui était la plus corrélée avec la variable critère, qui était la cote à la session précédente. Ensuite, comme il avait déterminé que ce prédicteur-là ajoutait significativement à la prédiction, il a essayé d'en ajouter un autre, qui était la fréquence de sortie après minuit, et il s'est rendu compte que ça ajoutait significativement aux capacités, au modèle de bien prédire les données. Donc, il est passé à un troisième, qui était la qualité de sommeil, et ensuite, il est passé à un quatrième, qui était l'heure de sommeil, et nombre d'heures de sommeil par jour. Et finalement, il s'est arrêté au prédicteur qui était la prise de substance cognitive, qui altérait le fonctionnement cognitif. Donc, avec la méthode statistique, c'est vraiment le tableau récapitulatif des modèles qui est très important. Donc, il va vraiment donner toutes les informations, enfin une grande partie des informations qu'on va devoir rapporter. Tout d'abord, on a les R carrés à chacune des étapes, quelque chose qui est vraiment important. On a les R carrés ajustés à toutes les étapes. Donc, ce qui va être un peu à rapporter, c'est les R carrés puis R carrés ajustés à la dernière étape, mais aussi à chacune des étapes, si possible. Et dans ce tableau-ci, on a
les résultats des tests à chaque fois qu'on essayait d'ajouter un nouveau prédicteur au modèle. Donc à l'étape 1, où on avait juste où on essayait de rajouter le prédicteur qui était la cote à la session précédente. Mais ça nous donnait qu'on avait une variation du R carré de 0,243. Donc ça correspond en fait au R carré de ce modèle-là. On voit que la variation de F, donc l'augmentation de la statistique F, était statistiquement significative, qui avait une valeur P. À la deuxième étape, le logiciel a tenté d'ajouter le prédicteur qui était la fréquence de sortie par semaine, après minuit. Donc, le R carré de ce modèle-là était de 0,425, ce qui veut dire que la différence de R carré entre les deux modèles, donc le fait d'ajouter le prédicteur fréquence de sortie, ça a ajouté 0,181 au R carré. Donc, si on fait 0,425 moins 0,243, ça devrait vous donner exactement 0,181. Et le test F, à savoir si ce 0,181 est statistiquement significatif, la valeur de sa statistique était de 125,247, et ses deux degrés de liberté, c'était 1 et 397, ce qui donnait une valeur P qui était plus petite que 0,0001. Ce qui veut dire que cette nouvelle contribution-là était statistiquement significative. À la troisième étape, on a ajouté le prédicteur qualité de sommeil, ce qui faisait en sorte que notre R carré était rendu à 0,480. Ce qui veut dire qu'on a ajouté 0,055 au R carré entre ces deux étapes-là. Ce qui nous donnait la statistique F pour savoir si cet ajout de R carré était statistiquement significatif. Mais la statistique F était de 41,780. Les deux degrés de liberté étaient les suivants, ce qui donnait une valeur P de cette valeur-là, donc plus petite que 0,01. Ce qui veut dire que l'algorithme a continué en ajoutant le prédicteur du nombre d'heures de sommeil. Il a vu encore une fois que c'était statistiquement significatif. Donc il a essayé plutôt d'ajouter le prédicteur qui était la prise de substance. Et encore une fois, c'était statistiquement significatif. Et à la sixième étape, qu'on ne voit pas, il a essayé d'ajouter le dernier prédicteur et la valeur P de ce test-là n'était pas plus grande que 0,05. Donc, il a arrêté l'analyse au modèle 5. Les informations qui vont être à rapporter dans le rapport ou dans le tableau, en fait, ça va surtout être cette colonne-là, qui est la variation de R2. Et c'est ça qu'on va appeler des corrélations semi-partielles dans le contexte d'une méthode de sélection pas à pas. Au lieu de prendre les données qui étaient avec les coefficients, si vous vous rappelez ici, dans notre tableau de coefficients, ça n'arrêtait pas à cycle, mais on avait corrélation bivariée, partielle et semi-partielle. Mais là, on les a pas demandés parce que c'est pas ça qu'on va rapporter dans ce tableau-là. Ça va être vraiment ça ici qu'on va appeler les corrélations les coefficients de détermination semi-partielle. Donc, c'est ça. La contribution unique, quand on a ajouté le premier prédicteur, c'était toute le R carré. La contribution unique du deuxième prédicteur qu'on a entré dans le deuxième modèle, c'est ce qui a ajouté. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a dans cette colonne-là, variation de R2, qui va correspondre à ce qu'on va appeler des coefficients de détermination semi-partielle. Évidemment, tout ça aussi, ça peut être à rapporter dans le texte. Donc, à chaque étape, à chaque étape, c'était quoi la variation de F de la variation de R carré et quel était le résultat de ce test-là. Et bien entendu, il faut rapporter tous les résultats pour la dernière étape. Donc, quel était le R carré du modèle final choisi ainsi que le R carré ajusté. L'ANOVA, ça détaille un peu les résultats qu'on avait ici. Hein? Donc, on a les mêmes... En fait, les ANOVA, ici, c'est pour le modèle... à chaque étape, ça teste si le modèle ici était statistiquement... avait un R carré qui était statistiquement plus élevé que 0.
Donc, c'était pas la différence de R carré qui était testée à chaque étape dans ce tableau-ci, mais bien le R carré du modèle au complet. Donc, il faut s'assurer que toutes les R carrés, que à chaque étape de l'analyse, que le R carré était statistiquement plus élevé que 0, mais étant donné qu'on utilise la méthode statistique pas à pas, ben c'est sûr que le R carré de tout le modèle va être statistiquement significatif si l'ajout de R carré est statistiquement significatif. Donc ça va pas arriver que vous allez avoir des résultats qui sont différents entre ces deux tableaux-là. Je veux dire, si c'est significatif ici, c'est sûr d'être significatif ici. Ça va être impossible que ce ne soit pas. Encore une fois, ça va être les résultats dans ce tableau-là, c'est vraiment les résultats à la dernière ligne qui est importante. Ce qui est avant, c'est pas très important à rapporter, c'est juste à savoir que c'est plus petit que 0.05 à toutes les étapes. Et finalement, on a nos coefficients qui ont été calculés. C'est un peu la même chose qu'on avait avec la méthode standard, sauf que on a 5 modèles qui sont considérés au lieu d'un seul, parce qu'on n'a pas juste le modèle où il y a tous les prédicteurs, mais on a un premier modèle où il y a juste le prédicteur de la cote à la session précédente, ensuite le modèle qui a 2 prédicteurs, 3 prédicteurs, ensuite 4 prédicteurs, et finalement le modèle final qui comprend tous les prédicteurs, sauf l'âge. Donc, ça va être ces informations-là qu'il va falloir apporter dans le tableau où on a nos coefficients. Donc, on a les coefficients non standardisés, qui sont ici, du modèle avec tous les prédicteurs sauf l'âge. Ensuite, les coefficients bêta aussi, qui sont à rapporter, mais qui ne sont pas interprétés un peu de la même manière qu'avec la méthode standard, parce qu'on a déjà mis un certain ordre aux prédicteurs dans la manière qu'on les a entrés. On a moins vraiment à regarder ça ici, mais c'est quand même à rapporter dans un tableau. Et finalement, les tests T, il faut s'assurer qu'ils sont tous statistiquement significatifs. Donc, toutes ces valeurs-là sont plus petites que 0.05. Ici, ce tableau-là est un peu moins important à rapporter. Donc, on n'a pas vraiment à trop s'y attarder. C'est vraiment ça ici sur lequel on doit se concentrer et surtout à rapporter. Donc, pour faire un peu un résumé, dans notre tableau, on va avoir nos corrélations bivariées, les corrélations Pearson, les moyennes écart-types pour chacune de nos variables. On va aussi avoir les corrélations semi-partielles pour chaque prédicteur. Ça se retrouve à être les valeurs qui sont ici. 0,243, ça va être la corrélation plutôt le coefficient de détermination semi-partielle pour le prédicteur qui était le cote à la session précédente. La valeur ici, ça va être le coefficient de détermination semi-partielle pour le prédicteur fréquence de sortie par semaine et ainsi de suite. Donc ça va être dans le tableau où vous décrivez votre régression. Vous allez devoir rapporter le R carré du modèle final, qui est 0,516, ainsi que le R carré ajusté. Et dans le tableau, il faudra aussi rapporter les coefficients, mais seulement du modèle final. Donc, les coefficients non standardisés, les coefficients standardisés, les bêta, la valeur du test T pour chaque coefficient, ainsi que la valeur P de ce test-là. Donc, c'est vraiment toutes les informations dont vous devriez avoir besoin. Dans le texte, bien sûr, là, vous aurez à parler un peu des variations de R carré, ajouter à chaque étape, ainsi que les résultats peut-être aussi dans ce tableau-là. Bref, référez-vous à ce que je vous ai indiqué dans les diapositives, à savoir qu'est-ce qu'il faut rapporter dans le texte versus qu'est-ce qu'il faut rapporter dans les tableaux. Bref, ça fait le tour pour la régression linéaire multiple. Je suis conscient que ça fait beaucoup de choses à considérer, mais je vous invite à peut-être regarder plus d'une fois cette capsule-là quand vous allez faire
votre travail pratique. Et quand vous allez vouloir faire les régressions linéaires multiples avec vos problèmes de recherche spécifiques dans votre recherche dirigée. Donc, je vous souhaite un bon travail pratique et aussi une bonne recherche dirigée si c'est ce que vous voulez faire à votre vie. Donc, à la prochaine!